Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 17 décembre 2022. Alors ce soir, j'ai commis une petite vidéo avec Jean Guernon, vidéo qu'on a fait sur Messenger, mais nous ne parvenons pas à la téléverser sur ma chaîne YouTube et nous ne parvenons même pas non plus à la visionner. Alors, je suis un peu embarrassé car j'étais content de faire cette entrevue avec Jean Guernon et ben, je vais la reprendre demain. Je vais la reprendre demain, peut-être avant l'ouverture de la librairie ou après 17 heures. Et donc, c'était ça le programme de ce soir. Mais c'est raté pour l'instant. Alors, je n'avais pas de plan B, tellement convaincu que ça marcherait, que je suis bien en peine de vous proposer un thème, même si mes vidéos sont très largement improvisées. Mais, suite à la résolution que j'ai prise, non pas de faire des vidéos optimistes et positives, mais de ne pas désespérer les gens qui m'écoutent. Mais il y a quelque chose qui m'interroge et qui même me fait réfléchir déjà depuis de très, 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 très nombreuses années. C'est comment sortir de notre impuissance politique. Comment retrouver une capacité d'action. Et ce que je constate, c'est que nous nous contentons trop souvent même pas de victoire symbolique. Nous nous contentons d'avoir raison, de se trouver juste, bon, vrai, cohérent, adéquat dans nos convictions, mais nous ne nous préoccupons pas de faire triompher ces convictions. Et c'est difficile, évidemment. Et la question n'est plus que d'ordre stratégique, elle est également d'ordre tactique. Comment gagner? Comment prendre les moyens de gagner? Hier, je vous citais encore Patrick Vivray, qu'il fallait remplacer le binôme excitation-dépression par, non pas intensité-contemplation, mais intensité-sérénité. Ça, je vous dirais, c'est le, la manière de vivre le combat politique. On ne peut pas être tout le temps dans le combat et on ne peut pas non plus être dans le détachement et on ne peut pas non plus être dans le à quoi bon. Et comme je le disais hier, je m'en voudrais que vous pensiez que la lecture, que la capacité de se donner du temps de lecture était un refus de se salir les mains. Nous ne voulons pas de cette sagesse à bon marché. Et la sagesse, si jamais un jour nous l'obtenons, devra être une sagesse au terme d'un combat où nous aurons livré toutes nos forces et où, exténués, nous n'aurons plus d'autre alternative que de devenir des sages. Mais nous en sommes bien loin. Alors oui, nous avons un certain nombre de convictions. Nous ne parvenons pas à ce que ces convictions s'imposent dans le champ public. Nous ne parvenons pas non plus à faire élire ou à fonder des partis qui vont pas juste défendre nos intérêts, qui vont également faire avancer les causes auxquelles nous tenons. Alors, toute cette question, et puis la question du Québec, elle est extrêmement cuisante, car, en tout cas, je ne voudrais pas médire sur
sur les 3 députés du Parti québécois qui ont réussi à abroger la loi sur le serment à la couronne britannique. C'est une victoire symbolique qui aurait pu être remportée il y a déjà au moins 50 ans. Et d'en faire, je veux dire, on est même rendu à, à s'installer dans la peau des perdants magnifiques qui ont pour eux le vrai, le juste, le bon, le nécessaire, mais qui sont amputés des mains, qui n'ont plus de capacité de proposer et de transformer les choses. Alors, on serait bien en peine de répondre à cette question, par exemple. Pourquoi l'indépendance du Québec? L'indépendance pour en faire quoi? Et si on parvenait à répondre à ces 2 questions, nous serions bien en peine également de trouver une manière de convaincre les gens. Et on pense aussi, et cela aussi c'est peut-être une autre de nos erreurs, on pense que la simple véracité des faits, que des explications fournies, que l'éducation, que la force de conviction, que la réalité, on pense que ce sont là des arguments suffisants pour influencer et transformer le cours des choses. On pense qu'être dans le vrai est suffisant, sans vraiment voir que le camp adverse ou les nombreux camps adverses qui nous opposent des résistances pensent également qu'ils sont forcément dans le vrai. Mais peut-être ne ressentent-ils pas le besoin de s'expliquer ni de se justifier. Alors quand on possède le pouvoir, qu'on soit dans le vrai ou pas, est de peu d'importance. Et toute la question est comment prendre le pouvoir. Et je le vois bien, nous devenons de plus en plus indisponibles au monde. Bon, je ne reviendrai pas sur l'Ukraine. Ce que je comprends, c'est que beaucoup d'entre nous avons hâte que ça se termine pour des raisons tout à fait louables. Qui peut accepter que des massacres sans nom soient commis quotidiennement par un individu très moyen, selon Zelensky, et qui n'a pas su être transcendé par la culture et qui le sait. Ce que je m'aperçois, c'est qu'il ne faut pas déranger notre confort. Au fond, nous consenterions bien volontiers à ce qu'un individu, un seul individu, nous menace d'apocalypse, parce que ça, c'est l'argument, si nous ne négocions pas, ça sera la guerre nucléaire, eh bien, nous consentirions, en tout cas un certain nombre d'entre nous, à consentir à la menace nucléaire pourvu que nous continuions notre vie tranquille. Et ça ne m'apparaît pas possible. Alors cette question de comment, je reviens à ma question de base, comment sortir de notre impuissance politique devrait être la tâche dévolue aux intellectuels. Non pas ces guerres interminables entre woke, anti-woke, pro-woke, qui m'apparaissent, en fait, pas que stériles. Ça m'apparaît une bonne manière de ne pas livrer les batailles qui comptent vraiment. Si nous sommes rendus à penser qu'au fond, un certain courant de pensée progressiste, de gauche, empêche l'évolution des choses, ça m'apparaît assez court comme explication. Et quant à le lien entre le combat politique nécessaire, qui va être de plus en plus nécessaire,
Et la pratique de la lecture, bon, ça, c'est peut-être aux psychanalystes des bibliothèques à faire le travail de synthèse. Mais c'est aux intellectuels à trouver pas qu'une analyse de ce qui ne fonctionne pas dans nos sociétés, mais comment aller chercher un véritable rapport de force qui fait de telle sorte que les gens qui sont au pouvoir obtempèrent et se soumettent même à certaines de nos plus légitimes des revendications. Et ça, je pense que cette tâche-là incombe aux intellectuels de devenir des tacticiens et que la tâche des libraires, eh bien, c'est de proposer à la vente ces livres qui vont nous devenir absolument essentiels d'ici peu. Alors j'aurais envie de dire, intellectuels, mettez-vous vraiment au boulot pour déplacer votre angle de réflexion sur les aspects tactiques et non plus descriptifs ou analytiques. Alors là, voilà. C'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Et j'espère que demain, on va trouver une autre manière de faire, Jean Guernon et moi, parce que visiblement, ça n'a pas fonctionné. Et Jean Guernon, un mot en concluant cette vidéo, c'est un personnage extrêmement intéressant et qui a eu un rôle important dans la contre-culture des années 70. Contre-culture qu'il fait bon de décrier dans les milieux conservateurs sans voir qu'ils en sont des héritiers. Nous sommes tous des héritiers de la contre-culture. Et ça, je pourrais vous le démontrer sur un plan ou sur un autre. Toutes les avancées de la contre-culture, que ce soit le combat féministe, que ce soit l'écologie qui est apparue au début des premiers mouvements contre-culturels, la légalisation des drogues, de certaines drogues récréatives, la reconnaissance des droits civiques des homosexuels, des gays, la libre disposition du corps des femmes quant à l'enfantement désiré ou pas. Là, je nomme ce qui me vient en tête. Il y a eu beaucoup de victoires qui ont été menées par des hommes et des femmes qui étaient des utopistes, qui étaient des idéalistes, mais qui ont réussi par leur manière d'être, par leurs textes, par leurs paroles, par leur prise de parole, et qui ont réussi à transformer cette société. Et ceux qui ont la nostalgie, sans l'avoir connu, de ce qui était mieux avant, oui, il y avait des choses qui étaient mieux avant. Mais c'est pas le cas. La plupart du temps, les choses n'étaient pas si bien avant. Et d'avoir la nostalgie de ce qu'on n'a pas connu ou cette idéalisation du passé relève également de l'impuissance politique. On porte au nu quelque chose qu'on n'a pas connu, pour lequel on idéalise, pour lequel on a des fantasmes, et ce fantasme-là d'un monde ancien, révolu, qui était meilleur, nous paralyse politiquement. Parce que le regard jeté sur le rétroviseur, dans le rétroviseur, empêche la libre action. Et en fait, nous sommes ligotés par une vision erronée du passé. En fait, il faudrait faire la liste de tous nos manques et de tous les endroits, tel un acupuncteur, où nous sommes impuissants. Peut-être que ce serait le début ça serait peut-être le début de la possibilité de sortir de notre torpeur politique.
de pointer au moins les endroits. Moi, j'en vois un, en tout cas, qui me vient spontanément à l'esprit, et ça, c'est le psychanalyste des bibliothèques qui parle, c'est l'usage intempestif du divertissement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui empêche l'indisponibilité au monde, qui est de plus en plus, de plus en plus l'apanage d'un grand nombre grandissant de gens. Alors c'est tout. C'est tout pour demain. C'est tout pour aujourd'hui. À demain. Merci.